être prêt à riposter, affronter la Russie. On vous emmène dans cette Europe qui ne veut plus se laisser faire par Moscou, qui trouve que l'on parle trop, beaucoup trop. On se réunit trop et au final, on agit peu après les multiples provocations de la Russie, les violations à répétition de notre espace aérien, celui de l'OTAN. Les voix s'élèvent pour dire stop et enfin parler la même langue que Vladimir Poutine. Brandon, qui sont ces Européens courageux ? Alors effectivement, bonjour Christophe, il y a des incidents qui s'accumulent ces derniers jours. On en parle beaucoup sur LCI, violation d'espace aérien de la Pologne, de l'Estonie. On vous a beaucoup montré cette carte hier notamment. Et effectivement, il y a une partie de l'Europe qui est prête à avancer en cas de nouvelle agression de la part de la Russie. C'est le cas notamment de cet homme qui est à la tête de la République tchèque. C'est le président de la République, Petr Pavel. Et lui, il n'y va pas par quatre chemins. Réponse claire, nette et précise. Il veut justement avancer militairement et exiger une réponse en cas de menace de la Russie. Regardez ce qu'il dit. L'OTAN devait réagir de manière adéquate aux violations de l'espace aérien estonien. Il parle aussi de la Pologne, y compris potentiellement en abattant des avions russes. Alors, il y a la République tchèque, il y a aussi une réponse du côté notamment de la Finlande, avec le président finlandais Alexander Stubb. Alors lui, il a donné une interview à nos confrères du Guardian, lorsqu'on l'interroge notamment sur ces fameuses, cette coalition volontaire pour notamment l'Ukraine, lui, il dit il faut avancer. Il a une réponse qui va aussi dans le sens de celle de la République tchèque. Voici sa réponse. C'est l'essence même des garanties de sécurité, donc qui sont échafaudées depuis des mois par cette coalition des volontaires. Une mesure dissuasive qui doit être plausible et pour être plausible doit être forte. Alors, il y a la Finlande et puis il y a aussi un petit pays balte qui est en première ligne des pressions de Moscou. Ça, c'est la ministre donc de la Défense de la Lituanie. Écoutez justement sa parole. Elle évoque notamment l'opération Sentinelle orientale. Eastern Sentry est une très bonne première étape. Nous devons maintenant nous assurer que la portée de cette opération est suffisante. Et si les Estoniens, après avoir mené les réflexions actuellement en cours, parviennent finalement à la conclusion qu'ils souhaitent également invoquer l'article 4, nous devrons alors réfléchir à ce qui pourrait être fait pour éviter que la Russie interprète à tort notre comportement comme de l'indécision ou de l'hésitation. Voilà, la ministre de la Défense lituanienne qui souhaite avancer et surtout clarifier la réponse de l'Europe. Nous sommes prêts à nous battre s'il y a une nouvelle agression du côté de la Russie. Juste, regardez cette phrase, Christophe, 19 août dernier, le président Emmanuel Macron, face à LCI et TF1, donc face à Darius Rojban, regardez ce qu'il disait. Si la Russie prenait la responsabilité de revenir provoquer aux confins de l'Europe après un accord de paix, à ce moment-là, il y aurait une réaction. Merci beaucoup, Brandon. Vous ne partez pas loin, on a besoin de vous parce qu'on vous expliquera, grâce à vous d'ailleurs, pourquoi justement Trump prend énormément de liberté vis-à-vis de Poutine et surtout pourquoi le président russe, lui, se croit plutôt tout permis. Je vous voyais acquiescer, amiral Olagaray. C'est vrai que plus on est près de la Russie, plus on est menacé par la Russie, plus on prend conscience que les grands mots et les grandes réunions ne servent pas à grand-chose. J'acquiesçais sur certaines parties de cet exposé parce que je trouve qu'on mélange vraiment beaucoup de choses. Quand on parle d'Europe, on a un ensemble politique composé de nations qui ont chacune leurs forces armées. Quand on parle d'outils militaires, l'Europe n'a pas d'outils militaires. Donc ce n'est pas l'Europe qui va décider de descendre tel et tel avion. Ça peut être un pays, ça peut être la Pologne, etc., dans ce cadre-là. Il y a ensuite l'outil militaire qui est l'OTAN. Et dans l'OTAN, permettez-moi de souligner qu'il n'y a pas que l'Europe et qu'il y a en particulier les États-Unis. Et que, a priori, les États-Unis pèsent un poids très très lourd dans la décision politique, puisque l'OTAN, c'est un ensemble politique qui prendrait une décision d'utiliser son outil militaire. Donc, ce n'est pas l'Europe qui va décider. Alors, première chose, donc, distinguer véritablement l'Europe et ses outils militaires de l'OTAN, qui inclut d'ailleurs Canada, etc., et États-Unis surtout. Donc, là, cet ensemble politique est susceptible de prendre des décisions différentes et surtout de mettre beaucoup plus de temps à prendre ces décisions. Donc on est foutu.
Non, on n'est pas foutu. On dit que ça prend du temps, que les Européens, certains Européens... Alors nous, on prend énormément de temps, mais Moscou en prend beaucoup moins. Exactement. Et vous avez raison de le souligner. Quand on voit la politique, la position du président Trump, depuis Anchorage en particulier, toutes ces hésitations, moi, ce qui me fait rire, c'est d'entendre parler de prix Nobel de la paix pour Trump, mais ce serait un prix Nobel de la guerre. Depuis qu'il est là, les guerres et les conflits ne font que s'accumuler ou s'exacerber. Alors vous allez voir tout à l'heure, on va aller écouter cette dernière déclaration face à Poutine. C'est encore pire, je pense. Ne dévoilons pas ce que vous allez dire tout à l'heure, mais il n'empêche que les crises sont très plus importantes, que nous revenons quand même au temps de la guerre froide. Vous faisiez allusion à ces incursions des appareils russes. C'est ce qui se passait régulièrement du temps de la guerre froide, URSS, États-Unis, Europe, etc. La seule chose qui est différente, ce sont les 20 drones russes qui ont pénétré dans l'espace aérien polonais. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Alors, avec les avions également, les 3 chasseurs bombardiers russes. Alors, le président finlandais rajoute quand même quelque chose. Il dit clairement, il dit, si les Russes continuent, si les Russes nous refont le coup des drones et des avions, il faudra les frapper. Est-ce qu'il a tort, en fait ? Non, il a raison, parce que tant qu'il n'y aura pas ce type de réponse, ils vont continuer. Il a notamment parlé de ce qu'il s'est passé en Turquie avec un avion russe qui a été abattu par les Turcs. Cet avion russe avait violé l'espace aérien turc. Il a été abattu. Les Russes ne sont plus jamais remis sur ce chemin et de cette ingérence dans l'espace aérien. Là, il y a une campagne organisée par les Russes qui ne va pas s'arrêter. Elle a différentes formes. Sur le constat, d'ailleurs. Oui, voilà. Et tant qu'il n'y aura pas de force très claire, donc le président tchèque a raison, le président finlandais a raison, les Ukrainiens le disent depuis à peu près 3 ans et demi, les pays baltes dans leur ensemble le disent depuis 3 ans et demi. S'il n'y a pas, parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de temps. Et le sujet, en fait, qui circule beaucoup, c'est est-ce qu'on attend qu'il y ait des victimes civiles, une énorme catastrophe civile qui implique la mort de civils dans ce type d'agression, pour que vraiment on se mette à gagner un peu de temps, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. On est sur des seuils d'alerte rouge en termes de sécurité sur ce continent qui sont extrêmement aigus. Bertrand Galichet, est-ce qu'on a les moyens de leurs ambitions ou de leur volonté ? On a déjà un problème de définition du niveau de la riposte. La jurisprudence de ce qui s'est passé en 2015 entre les Russes et les Turcs avec ce Sukhoi 24 qui a été abattu est quand même assez différente de la situation actuelle. Il y avait eu d'abord, c'était une situation globale de guerre dans la région. Ensuite, il y avait eu de nombreux avertissements extrêmement fermes de la Turquie vis-à-vis de la Russie. Et finalement, effectivement, cet avion a été descendu, mais ça s'est conclu, je dirais à minima, par une absence de riposte de la part de la Russie. Là, la question, quelle est-elle ? C'est au fond, où mettons le curseur ? C'est-à-dire, est-ce que on va supporter des incursions dans l'espace aérien otanien ? Jusqu'à quand et à quel niveau ? Ces incursions, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui est particulier dans ce qui s'est passé en Estonie, c'est la durée et au fond le caractère provocateur de l'intrusion de ces 3 avions russes dans l'espace aérien de l'OTAN. Il y a dans cette équation quelqu'un qui peut avoir une réponse intéressante, c'est le président finlandais qui était évoqué tout à l'heure, M. Stubb, parce que, comme chacun sait, il joue au golf avec Donald Trump et que dans ce schéma un peu complexe, la voix de Donald Trump, elle va être prépondérante. C'est lui, finalement, qui donnera le go ou pas, parce que les gens de l'OTAN, et là, on parle bien de l'OTAN et pas des Européens, ils ont besoin de ce feu vert de Washington. À force de courir derrière Donald Trump, même s'il ne court pas vite, on risque de perdre la bataille face à la Russie. De ne pas la livrer. En tout cas, pour l'instant, bien évidemment, amiral. On est assez mal parti, parce que Trump, comme on le voit, il est sur les freins. Et d'ailleurs, sa réaction à l'affaire de l'intrusion des avions russes dans le ciel estonien, elle est quand même caractéristique. C'est-à-dire, il dit, j'aime pas ça, et puis ça peut poser des problèmes. C'est ça la réaction à une violation de l'espace aérien d'un pays de l'OTAN par le président de la première puissance du monde. Bon. Alors vous allez voir, on va l'écouter, le président de la première puissance du monde, et je vous laisserai la parole Xavier, puis on va retrouver Brandon, parce que vous allez comprendre pourquoi maintenant Vladimir Poutine se sent pousser des ailes. D'abord, c'était il y a 3 jours, je crois, en Grande-Bretagne. On va écouter cette histoire d'amour qui s'est mal terminée entre Donald Trump et le président russe.
Le conflit que je pensais être le plus facile à résoudre en raison de mes relations avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber, il m'a vraiment laissé tomber. Ce devait être la Russie et l'Ukraine. Mais nous verrons comment cela va se passer, mais cela s'est avéré être... Je pensais que ce serait l'un des plus faciles à gérer. Tout sera fait correctement. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine sera résolu, mais on ne sait jamais avec la guerre, vous savez. Brandon, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, Christophe, regardons cette photo. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé sur LCI. Cette rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, 15 août 2025, sommet d'Anchorage. Bon, visiblement, les deux hommes ne regardaient pas dans la même direction. Alors, vous avez un Vladimir Poutine qui avait dit 15 jours après cette rencontre que ça a été un tournant et que, en plus, il voyait la lumière au bout du tunnel. Sauf qu'on apprend aujourd'hui, parce que ça c'était au mois d'août, en septembre, nos confrères de Bloomberg nous disent que cette rencontre a été un tournant. Et regardez ce que disent des sources proches du Kremlin à nos confrères. Les discussions en Alaska ont convaincu Poutine que Trump n'avait aucun intérêt à intervenir dans le conflit ukrainien. Autre citation très intéressante, on ajoute notamment, toujours des sources proches du Kremlin à nos confrères, Vladimir Poutine a conclu que l'escalade militaire était le meilleur moyen de forcer l'Ukraine à négocier selon ses conditions, en ajoutant que Donald Trump ne ferait probablement pas grand-chose pour renforcer les défenses de Kiev. On le rappelle que depuis ce sommet, le 15 août, Moscou qui a intensifié ses attaques sur des infrastructures civiles et militaires, notamment ces derniers jours. Et on peut notamment ajouter cette phrase importante d'un analyste russe qui est basé à Londres. Il est important pour Poutine de montrer à Trump et aux Européens qu'il peut encore se permettre d'aggraver la situation. Poutine cherche à accroître son influence lors du prochain cycle de négociations sur l'Ukraine, dès qu'il aura lieu. Merci beaucoup, Brandon. Xavier, voilà qui est tout à fait clair. Si on rajoute ça à ces Européens qui se disent aujourd'hui « ça suffit » et on attend quoi pour réagir, sinon il ne comprendra rien. De toute façon, les Européens doivent comprendre maintenant, je pense que ça y est, ils commencent à le comprendre, d'ailleurs on le voit dans les déclarations, celle de Stubb notamment, qu'ils ne peuvent plus compter sur les Américains pour les défendre et pour les aider dans la guerre à mener contre la Russie pour défendre l'Ukraine, la guerre que mène l'Ukraine. Ou pour se défendre, parce que là, pour le moment, à terme, on est quand même concerné. Donc par rapport à ce que disait l'amiral tout à l'heure, moi je suis tout à fait d'accord, dans le cadre OTAN, on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'un appareil de l'OTAN avec l'ordre précis d'ouvrir le feu sur la Russie, ça puisse exister. Ça n'existera pas. Alors attendez, juste pour que tout le monde comprenne, Xavier, et je sais que vous savez de quoi nous allons parler. Quand vous avez ces 3 MiG qui violent l'espace aérien de l'OTAN, et il y a des chasseurs italiens qui partent armés, tous les appareils sont armés. Qu'est-ce qui empêcherait que ces appareils italiens ne puissent pas faire feu pour dissuader ces avions ? Mais l'ordre de qui ? De la coalition. Du commandement de l'OTAN. Oui. Et sur lequel les Américains, aujourd'hui mettraient forcément leur veto. En revanche, et là on l'a tous dit sur cette antenne, on est revenu à maintes et maintes reprises, il n'y avait pas de nécessité d'ouvrir le feu. Il y avait une nécessité. Non mais là non, jusqu'à la prochaine fois. Que ces appareils ne soient pas menaçants pour l'Estonie. L'OTAN a fait son boulot. Oui, mais pardon, là, vous trompez. Alors, en dehors de l'espace. Non mais Xavier, sans être trop complexe, faudrait quand même pas induire les gens avec de l'erreur. C'est-à-dire que là, vous dites, bon, ok, il y avait peut-être pas de risque. Non. On n'a pas réagi. Pas de risque. Non, mais le jour où les appareils décident de traverser un pays de l'OTAN, on fera pareil. À vous entendre, on va pas réagir. C'est là où je voulais en venir. Ce matin, les officiels estoniens ont dit que la décision future d'engager, c'est-à-dire de détruire potentiellement l'incursion russe, était prise. En fait, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans le discours. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dessiner aussi. Dans les mêmes circonstances, on verra. S'il y a une menace sur Tallinn avec un MiG-31 équipé d'un missile Kinjal, par exemple, ce qui n'était pas le cas. Évidemment, à chaque fois, les circonstances peuvent être différentes. En revanche, ce que je voulais dire, et par rapport à Stubb notamment, et par rapport à la Finlande, imaginons que la même chose se déroule au nord de cette zone, donc en territoire finlandais, qui est une violation du ciel finlandais. Là, les Finlandais pourraient décider eux-mêmes,
en tant que nation, de réagir. Et donc l'OTAN serait obligée de les protéger après en cas de riposte. Ensuite, après, on verrait. Donc on laisserait tout le monde tomber. C'est un problème décision politique. nationale. C'est un problème politique. Mais en revanche, vous parlez de réaction. L'OTAN, vous avez vu, l'outil militaire est subordonné aux décisions américaines. Donc on n'est pas sûr. Et les règles d'engagement, puisqu'on parlait d'avions italiens armés, les règles d'engagement lui interdisaient certainement de frapper. Donc ils peuvent être armés, mais s'ils n'ont pas des règles d'engagement qui ont été définies par des instructions politiques à l'outil militaire, ils ne frapperont pas. En revanche, tout pays, Polonais, Estonie, etc., dispose d'accords de défense B2B avec un certain nombre de pays. Pologne, France, Pologne, Grande-Bretagne, etc. Dans ce cadre-là, il n'est pas impossible que des avions français, britanniques ou allemands ou des Pays-Bas interviennent dans le cadre de cet accord-là et pas dans le cadre de l'OTAN. Les Rafales qu'on a envoyés en Pologne, ils peuvent servir à tirer sur des appareils russes ? Il faut savoir dans quelle convention ils sont mis, s'ils restent sous double commandement, OTAN et national. Donc leur partie OTAN, ils respecteront et n'engageront pas l'OTAN. Si c'est dans le cadre national aussi, s'ils ont une partie dépendant du commandement national, ils peuvent, dans un cadre de relations bilatérales d'accords de défense, intervenir aussi. Ceci dit, c'est pour pallier, pour se dire, si l'OTAN ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait ? C'était ça la question qui était posée. Ne pas rester les bras croisés non plus. Oui. Ne pas rester les bras croisés. Il y a un autre cas de figure. Eh bien, il peut y avoir, mais c'est extrêmement difficile de se décider tout seul. Et même si un pays du style l'Italie, par exemple, décide d'aider la Pologne, à mon avis, ils vont vite se concerter avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France et les Pays-Bas, etc., pour avoir là aussi une coalition de volontaires. Je prends la même définition que ce qui a été défini pour l'aide à l'Ukraine, des pays volontaires. Mes amis, on part dans un instant dans l'Arizona, mais je vais vous laisser la parole. Oui, juste un dernier mot sur le plan technique au-delà des sujets politiques. Les avions russes qui ont survolé l'Estonie vendredi, semble-t-il, étaient armés de missiles air-air, donc ils ne représentaient pas une menace pour le territoire estonien. Et deuxième chose, il y a dans cette graduation que j'évoquais, un niveau intermédiaire qui est celui de l'illumination radar, qui veut dire en clair, on vous a dans le viseur, on peut appuyer sur le bouton à tout moment. C'est un geste extrêmement agressif, mais c'est aussi un signal fort qui peut être envoyé.